Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, évidemment les RTX 4000 ont été annoncés. Ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais on va parler de certaines autres précisions qui sont arrivées après ça. On a aussi les nouvelles cartes de graphiques AMD qui vont arriver pour le 3 novembre, les cartes Intel aussi qui arrivent bientôt, et plein de news au niveau processeur et tout ça. Vous avez une table des matières dans la description aussi sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Première grosse news de la semaine, c'est évidemment le fait que Nvidia a annoncé les RTX 4000 avec les 4090 et 4080. Il y en a deux d'ailleurs de 4080. J'ai fait une vidéo de résumé, vous pouvez la regarder si vous voulez, avoir plus d'informations notamment sur les nouveautés de l'architecture. Mais pour faire court, basiquement, ils ont annoncé la 4090 avec 16 000 coups d'accord, la 4080 avec 9700 coups d'accord et la 4080 12 Go avec 7600 coups d'accord. Et ces cartes, du coup, sortent pour 1599 $, 1199 $ et 899 $. Maintenant, passons aux problèmes que les gens ont eu et plus d'informations aussi sur ces GPU. Notamment, le premier truc, c'est que la 4090 utilise un GPU AD102, parce que le nom de l'architecture est Adala Lovelace, pour information. Du coup, ça c'est normal. La 3090 utilisait un GPU Empire, donc c'est le A102 justement. La 4080 lui utilise un GPU, encore une fois, AD, mais ici 103, tout à fait logique. Mais la 4092 Go utilise l'AD 104. Et normalement, les versions 104 des GPU, plus le nombre augmente, plus c'est un petit GPU, c'est plus réservé aux 70, donc aux 3070. Donc là, ça aurait dû être une 4070 en réalité. Donc là, c'est le premier problème des gens, c'est qu'en réalité, Nvidia, en plus d'avoir augmenté les prix, parce que, encore une fois, la 3090 était sortie à 1499 $, donc ils ont fait une augmentation de 100 $ ici. Ici, par rapport à cette 4080 là, techniquement, on a une augmentation de 200 $, parce que la plus basse 3080 était à 699 $. Donc ils ont déjà fait une augmentation de prix. Mais en plus, en réalité, en changeant le nom des cartes, ils ont fait une autre augmentation de prix encore plus importante. Parce que ça, c'est une 4070. Ça aurait dû être la 4070. Et si le prix aurait été logique, elle aurait dû être proche des 500 $. Parce que la 3070, elle était sortie à 499 $. Un peu plus cher en euros, évidemment. Donc s'ils avaient quand même gardé une logique d'augmenter les prix, elle aurait dû sortir à 599 ou 699 $. Sauf que là, elle est à 899 $. Et comment ils se permettent d'augmenter les prix? En changeant le nom. Donc oui, c'est une 4070. Maintenant, il faut quand même tenir compte, c'est qu'il faut quand même voir les performances derrière. Moi, c'est ce que j'attends de voir. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise carte, il y a juste des mauvais prix. Pour moi, il y a clairement des mauvais prix ici, je pense que ça va être le cas. Mais j'attends quand même de voir les performances. Mais à mon avis, le plus intéressant, ça va être de prendre des 3080. Les 3080 vont continuer de vendues et elles seront vendues moins cher que ça. Et elles sont toujours très performantes. Franchement, vous pouvez très bien vous débrouiller avec une 3080. Donc, yep. Ou alors, prendre un GPU AMD parce que on va voir une autre news après. Mais bon, bref, dans tous les cas, là, il y avait déjà un énorme problème, déjà avec le renommage et tout ça. Et parlons justement du deuxième problème dans une autre news ici, avec le fait que plein de constructeurs d'alimentation sont en train d'annoncer leur alimentation compatible ATX 3.0. Je vous rappelle que le format ATX 3.0 est toujours physiquement le même, c'est juste qu'ils changent le connecteur pour les cartes graphiques. Donc vous avez le nouveau connecteur 12 pins avec 4 pins de connexion de données pour que l'alimentation puisse communiquer avec la carte graphique. Donc basiquement, la carte graphique peut regarder l'alimentation et dire OK, alimentation, tu peux me donner combien de watts là? Et l'alimentation peut être en mode ah ben tiens, je peux te donner 400 watts ici, vas-y, tu peux consommer à fond. Ou alors peut-être 200 watts. Et comme ça évite que la carte graphique prenne trop sur l'alimentation et cause des problèmes avec celle-ci. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'ATX 3.0, qui est requéré pour. Enfin, toutes les RTX 4000 vont avoir ce connecteur, justement 12 pins plus 4 pins. Et du coup, le problème derrière, c'est que si vous avez une ancienne alimentation, vous allez devoir utiliser un adaptateur. Mais cet adaptateur pose un problème énorme, c'est que il n'y a plus les 4 pins de données. Donc, l'alimentation n'est plus capable de communiquer avec la carte graphique. Et là, on revient à une situation où la carte graphique peut prendre trop de watts et même abîmer les câbles. Donc, certains câbles, les câbles électriques ont une épaisseur qui définit souvent
combien de watts, quelle quantité d'électricité vous pouvez passer dedans. Ils ont aussi, selon la longueur, ça c'est important, vous avez des pertes plus aussi c'est long. Et le problème que vous pouvez avoir, c'est si vous faites passer trop d'électricité dans un câble qui est trop petit, le câble va chauffer. Et en chauffant, le câble peut fondre et causer des problèmes de feu. Donc là, on a un problème où certaines cartes RTX 4000 pourraient consommer tellement trop, on ne le sait pas encore par contre, je tiens à le préciser, mais ils pourraient consommer tellement trop que vous pourriez avoir des connecteurs, ou plutôt des adaptateurs qui vont poser des problèmes. Donc ça, c'est un énorme problème. Et ça veut dire que si vous voulez une RTX 4000, surtout la 4090, il vous faudra aussi bien une nouvelle alimentation en plus. Donc déjà, vous payez une carte graphique assez chère, mais en plus, vous devez acheter une meilleure alimentation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être très contents avec ça. Et c'est justement un énorme problème. Maintenant, il y a une autre solution à ce problème, peut-être. C'est que AMD, ils l'ont indiqué, vont annoncer les nouvelles cartes graphiques RDNA 3.0 le 3 novembre. Donc, elles devraient sortir en toute logique fin novembre. En général, quand ils annoncent, ça sort un peu plus tard. Donc, ça les mettrait à peu près au même moment de sortie que les 4080. Parce que la 4090 sortira en octobre et les 4080 sortiront en novembre. Donc AMD n'est pas trop en décalage ici, ils sont même assez proches. Donc on n'a pas encore trop de détails sur les RX 7000, ils ont juste indiqué qu'ils auraient une meilleure efficacité énergétique, c'est un peu leur argument de vente ici. Donc probablement AMD n'arrivera pas à dépasser au niveau performance, notamment la 4090, mais il pourrait faire mieux au niveau énergétique. Et je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas vraiment un problème. Surtout en plus qu'ici, avec RDNA 3.0, en toute logique, AMD devra améliorer beaucoup de choses. Notamment, je pense, au niveau des cœurs RT, parce que RDNA 2.0 avait les premiers cœurs RT. Enfin, ils ne les appelaient pas des cœurs RT, mais ils avaient de quoi faire tourner du ray tracing. Et avec cette architecture 3.0, ils vont améliorer ces cœurs pour le ray tracing. Donc là, ils vont peut-être réussir à en partie combler leur déficience par rapport à Nvidia avec les cœurs ray tracing. On l'a déjà vu aussi, c'est que bon, AMD a un petit peu joué comme Nvidia, il faut être honnête. Surtout au niveau de l'entrée du milieu de gamme, AMD a fait des énormes problèmes. Je pense notamment à la RX 6500 XT, très mauvaise, parce qu'elle utilisait un slot PCI Express x4. Donc c'était un énorme problème pour les vieilles cartes mères. Il y a aussi la RX 6600 qui était bien, mais sans plus en fait. Elle ne révolutionnait rien du tout. Donc AMD a fait un peu comme Nvidia. En entrée milieu de gamme, ils ont sorti des cartes qui, selon moi, sont décevantes. Ou en tout cas ne changeaient rien au marché des cartes graphiques. Si vous aviez acheté une RTX 2060 pour 300 €, voilà quelques années, vous êtes encore bon. Franchement, vous avez encore une très bonne carte. C'est pour dire à quel point c'est désastreux. Maintenant, au niveau du milieu de gamme, là, AMD a fait beaucoup, et de l'entrée de l'haut de gamme, ils ont fait beaucoup plus d'efforts. On a la 6700 XT qui est toujours une très bonne carte graphique. Et nous avons aussi la 6900 XT qui a baissé en prix et qui a aussi une très bonne carte graphique. Et la réalité pourrait être encore meilleure parce que apparemment AMD va baisser les prix de ces RX 6000 qui sont déjà sur le marché du coup pour qu'elles soient encore plus compétitives par rapport aux RTX 3000 qui vont elles aussi baisser de prix pour faire de la place aux RTX 4000. On a d'ailleurs par exemple la 3090 Ti qui vaut maintenant, aux États-Unis elle se vend à un peu au-dessus de 1000 $, donc elle a fait une division par 2 au niveau prix, c'est juste pour vous dire. C'est aussi pour ça, l'exemple de la 3090 est intéressant, parce que c'est certainement pour ça que Nvidia n'a pas sorti de carte trop chère, que la 4090 ne coûte pas beaucoup plus cher, parce que la 3090 a fait un flop, honnêtement. Donc ça ne m'étonne pas que Nvidia a compris qu'il y avait un problème ici. Donc là, on pourrait avoir une réduction de prix, c'est à peu près logique, mais on ne sait pas encore trop. J'ai vu une image leakée quelque part, mais j'ai pas trop vu d'autres sites le relayer, donc ce serait logique qu'ils baissent les prix, mais on ne sait pas encore de combien. Mais vous pourriez certainement avoir des 6700 XT pour peut-être même 400 €, et même encore moins. Donc ça devrait être très intéressant. Et évidemment, ça semble logique, il y aura les RX 7000 qui vont aussi sortir au niveau du haut de gamme et prendre la place là-haut. Donc, yep. Au niveau carte graphique, il y a du mouvement. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles avec notamment cette hausse de prix chez Nvidia, mais on devra avoir des bonnes nouvelles au niveau d'AMD, je l'espère, et aussi avec des baisses de prix, surtout des modèles existants. À mon avis, 3080, même 3070, et les 6700 XT et même 6900 XT, si elles baissent de prix, pourraient être des très très bonnes cartes graphiques. Maintenant, n'oublions pas, nous avons un troisième acteur sur le marché maintenant, et c'est évidemment Intel. Et apparemment,
les nouvelles cartes Intel A770 arriveraient très bientôt. Donc les reviews, il y a un leak de l'embargo qui serait pour apparemment Ah, il faut que je dise, oui, c'est à l'envers. Non, c'est à l'endroit pour une fois. Non, c'est à l'envers. Le 5 octobre, oui. Les Américains, avec leur date à l'envers, ils mettent le mois d'abord et puis le jour après. Je déteste ça. Bref, ce serait le 5 octobre. Donc très, très, très prochainement. Et ce ne sera pas une carte qui révolutionnera le milieu de la carte graphique. On va être honnête, il y a toujours des bugs avec les drivers Intel. Ils vont les fixer, je l'espère. Mais en leur laissant du temps, ils vont les fixer. Et ça pourrait devenir une carte plus intéressante. Elle serait apparemment, en tout cas au niveau un peu en dessous d'une 3070, de ce qui avait été leaké par le passé. C'est une bonne carte graphique. Je pense que beaucoup de gens seraient contents d'avoir l'équivalent d'une 3070, surtout si le prix est bon et que les bugs sont fixés. Donc ça, on verra bien. Moi, personnellement, Intel a fait quand même des sales coups par le passé. Je repense notamment aux nombreuses années où on s'est retrouvé avec que des 4 cœurs 8 threads. Hein. On a eu des Core i7 qui, pendant 10 ans, littéralement, n'ont rien changé au niveau spec. Donc ça, voilà, ils ont eu leur part de problèmes. Et que après AMD leur a botté un petit peu les fesses pour qu'ils fassent des efforts. Mais ici, ils arrivent dans un milieu où on a besoin de concurrents. On a besoin d'un autre acteur qui fait des cartes graphiques. Donc, moi, je suis prêt à leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils fixent les drivers. Bon, je vais pas forcément en acheter une, je vais pas forcément en utiliser une à cause de ces problèmes de driver, mais je regarderai de côté, je serai en mode, hey, continue à Intel, je vais pas te critiquer, continue Intel, fixe tes problèmes, et si ça devient bon plus tard, tant mieux, et si le prix est bon, tant mieux. Maintenant, partons du milieu du hardware, revenons à quelque chose d'un peu plus abordable avec évidemment des news Apple, et comme d'habitude, chaque année, à chaque lancement d'iPhone, il y a un problème. Le problème de cette année-ci, c'est que la caméra de l'iPhone 14 Pro avait un problème de vibration. Donc en gros, la caméra vibrait dans des applications sociales. Donc par exemple Snapchat, il me semble aussi Instagram, ce genre d'application. Donc il y a des gens qui ont accusé, enfin je pense que c'était plus des fans d'Apple. Je ne critique pas les fans d'Apple, mais pour moi c'était vraiment ridicule. Ils ont dit que ça venait de ces applications-là, et puis j'étais en mode, s'il y a un problème qui touche plusieurs applications totalement différentes, je pense que le problème vient de chez Apple. Et comme de fait, il y a un fixe qui arrive normalement cette semaine-ci, parce que cette news date de quelques jours. Donc, il devra avoir un fixe pour fixer justement le problème de caméra qui vibre. Donc, si vous avez acheté un iPhone à 1500 euros, non, 1400 euros, excusez-moi, qui vibre quand vous utilisez TikTok, ce qui est fort malheureux, franchement, je vous plains, ça devrait être bientôt fixé. Rassurez-vous. L'autre news qui concerne les iPhone 14 ici concerne le fait... L'autre news qui concerne les iPhone 14 ici est une bonne nouvelle en réalité. Apple a rendu la réparation de la plaque de verre arrière plus facile. Alors je ne sais pas à quoi trop ressemblait la réparation de la plaque arrière avant, mais apparemment elle est plus facile. Donc là, comme vous pouvez voir, ils l'ont enlevé. Donc il y a quelques capteurs qui sont toujours fixés à l'arrière, mais rien de problématique. Ils ont rajouté apparemment aussi une nouvelle plaque de métal pour un peu mieux rendre l'iPhone un petit peu plus résistant, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et du coup, c'est plus facile de réparer cette plaque arrière. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que, bon, déjà, un iPhone plus facile à réparer, c'est toujours bien, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait. Vous faites tomber votre iPhone, soit l'écran va casser, soit la plaque arrière. C'est ce qui casse le plus souvent. Donc, pouvoir le réparer plus facilement et pour moins cher, c'est une bonne nouvelle. Donc, apparemment, avant, réparer la plaque arrière en verre d'un iPhone, c'était 400$ chez Apple, ce qui est énorme. Maintenant, apparemment, ce serait plus 100$. C'est toujours très cher, selon moi, mais c'est déjà 4 fois moins cher. Donc, c'est une bonne chose, mais après, il ne faut pas non plus qu'on s'écarte d'un sujet très important. C'est le fait que Apple continue, même avec les iPhone 14, de rendre la réparation avec des pièces, même d'autres iPhones. Donc, si vous avez deux iPhone 14 et que vous échangez les pièces entre les deux, Apple n'est pas content. Ils disent que, ah non, les pièces ne sont pas officielles, alors qu'elles viennent de deux iPhones qui viennent de sortir. Donc, yep, ça, c'est un énorme problème, selon moi. Je devrais avoir le droit de prendre des pièces détachées d'un autre iPhone qui est de la même série, qui a les mêmes specs à peu près, et les mettre dans mon iPhone pour le réparer. Je devrais totalement avoir le droit. Et pourtant, Apple continue de le bloquer malgré le fait qu'ils disent que oh, on est pour l'environnement, on va sauver la planète, on utilise de l'aluminium recyclé, alors que l'aluminium est le truc le plus facile à recycler au monde, donc c'est pas le truc le plus difficile à faire. Mais à côté de ça, ils rendent leur téléphone hyper compliqué à réparer, pour certaines pièces en tout cas. Et aussi,
Ils mettent 300 000 vis dans leur téléphone à chaque fois. Regardez une vidéo de démontage d'un iPhone, la quantité de vis différentes là-dedans, c'est incroyable. Je ne sais même pas pourquoi ils utilisent autant de vis différentes. Ils pourraient totalement le designer avec un seul type de vis. Il n'y a aucun problème à faire ça. Et pourtant, ils continuent de rendre plus difficile. Je pense qu'ils le font exprès, les vis différents, pour que les gens regardent des vidéos et se disent « Oh, c'est trop compliqué » et qu'ils n'essayent pas par eux-mêmes. Alors que beaucoup de gens y arriveraient en réalité. Donc ouais, bref. Dans tous les cas, une bonne nouvelle, mais en réalité, j'aime bien contrebalancer avec le fait que, soyons honnêtes, Apple continue de traîner les pieds au niveau de la réparation. Ensuite, on passe à une autre mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, selon à qui vous demandez, mais je pense que c'est plus une mauvaise nouvelle. Dans une prochaine version de Chrome, on va avoir un changement majeur, et c'est le fait qu'ils vont arrêter de faire fonctionner les extensions qui utilisent Manifest V2. C'est une API dans Chrome qui permet de développer des extensions. Et du coup, ils devront utiliser Manifest V3. Le problème, c'est que dans Manifest V2, il y avait quelque chose qui était très important que les développeurs d'extensions, notamment de bloqueurs de pub, utilisaient. Et dans Manifest V3, ça a changé et apparemment, ça les rendrait moins efficaces. Selon Google, évidemment, Google, ils sont en mode « Ah non, 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 c'est plus sécurisé et c'est mieux en réalité. » Ils ont une part de vérité là-dedans, il faut quand même le savoir, c'est que dans cette API Manifest V2, ce qui était utilisé pour faire les bloqueurs de pub avant permettait aussi de basiquement regarder tout ce que vous faites sur le web. Parce que c'est logique, si vous voulez bloquer les pubs, il faut voir ce que vous faites sur le web pour voir les pubs. Donc ils pouvaient aussi prendre les mots de passe que vous tapiez ou ce genre de choses. Ça, c'est beaucoup plus problématique. Bien évidemment, si vous preniez un bloqueur de pub réputé, il y avait moins de chances d'avoir un problème. Je vous conseille uBlock Origin pour information. Bon, c'est ce que j'utilise. Mais ouais, certaines personnes, évidemment, avaient un petit peu... selon Google, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Donc, avec Manifest V3, selon eux, ce sera plus sécurisé. Mais on le voit aussi le truc où ça pourrait être moins efficace. Évidemment, Google, le gros des revenus de Google, c'est la pub. Donc, si Google peut rendre les pubs un peu moins bloquées sur leur navigateur, qui est l'un des plus utilisés au monde, ben forcément, ça semble logique à dire, ça leur fera plus d'argent. Donc, ils ont une incitation à le faire. Du coup, si vous êtes... beaucoup de gens commencent à dire « Hey, je vais arrêter d'utiliser Chrome !» Il y a même des memes, énormément de memes qui sont postés en ligne à propos de ça. Donc si vous avez vu des memes par rapport à ça, mais que vous ne compreniez pas pourquoi, c'est à cause de ça. Et du coup, il y a des gens qui disent qu'ils vont passer sur Firefox. Personnellement, je suis sur Firefox. Bon, là, j'utilise Edge pour les textes à ma show, mais j'utilise Firefox personnellement. Une autre option, c'est Brave. Brave bloque les pubs par défaut. Et certainement, Brave, comme... c'est basé sur Chromium, mais ils font leur propre navigateur. Évidemment, s'il y a quelque chose qui diminue l'efficacité de leur bloqueur de pub, ils vont juste modifier le code pour que ça marche, en fait. Donc, Brave n'aura certainement aucun problème à ce niveau-là. Donc, ça peut être aussi une solution. Si vous voulez un bloqueur de pub directement intégré au navigateur. Ou sinon, moi, ce que je fais, c'est Firefox plus uBlock Origin. Firefox n'est pas basé sur Chromium, donc il n'y aura aucun problème ici. Donc, yep, c'est peut-être la meilleure solution pour vous. Donc, oui. N'hésitez pas à retester Firefox, honnêtement, c'est un très bon navigateur. Il y a des fois quelques problèmes sur YouTube, mais c'est parce que Google change des trucs sans prévenir Firefox exprès pour mettre des bâtons dans les roues de Firefox. Mais bon, ça, c'est juste Google qui font leur salaud. Donc, c'est pas vraiment la faute de Firefox. Ensuite, nous avons une news que je ne m'attendais pas vraiment à voir arriver, mais ça s'est confirmé. Logitech est en train de faire une console mobile. Alors, c'est pas vraiment une console mobile au sens propre du terme. En réalité, c'est basiquement un téléphone. C'est vraiment ça. C'est un téléphone avec des contrôleurs. Donc, c'est plus un téléphone gaming. Mais il est pensé plus pour le cloud streaming. Donc, par exemple, le service de streaming de Xbox est évidemment disponible sur Android. Donc, ça tournera parce que ça va tourner sous Android, basiquement. Et vous avez aussi le service de streaming de GeForce Now qui lui aussi pourra tourner dessus. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble assez bien à un téléphone. Pour ceux qui n'ont que l'audio, c'est vraiment... Ça ressemble un peu à ces consoles qu'on a vues ces derniers temps. C'est un peu différent quand même d'une Switch, ça a l'air un peu plus ergonomique qu'une Switch. Et basiquement, vous avez quand même à l'intérieur un smartphone Android. Donc vous avez un Snapdragon 720G. Vous avez aussi du coup, comme j'ai pu le Adreno 718 pour information. Et vous avez un écran 7 pouces, donc c'est quand même plus grand qu'un téléphone. Hein.
Mais on n'est pas tout à fait quand même au niveau d'une tablette Android, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus de tablette Android de 7 pouces. Et du coup, c'est un écran 7 pouces, 60 Hz, un peu dommage, 1080p, donc c'est du 16 neuvième, c'est assez important pour du streaming de jeux vidéo. 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, plus un slot micro SD pour étendre le stockage. Je pourrai charger avec un USB-C à du 18 watts. Et est-ce qu'ils indiquent la batterie? Oui, c'était 6000 mAh. Donc, bonne batterie, surtout avec un processeur comme le 720G qui n'est pas un processeur qui consomme beaucoup, devrait quand même durer pas mal de temps. Ils indiquent jusqu'à 12 heures de jeu en streaming dessus. Si vous jouez à un jeu directement dessus, ce sera un peu différent. Et donc, comme vous pouvez voir ici, pour ceux qui ont la vidéo en tout cas, on voit les différentes interfaces disponibles de jeux. Donc, nous avons le Xcloud Gaming, on a aussi certainement le Steam Home Streaming, on a Nvidia ici, et des applications. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est basé sur Android, parce qu'on voit des trucs qui ressortent d'Android. Et au niveau des ports, vous avez un jack pour un casque, un USB type C pour la charge. Et sur la tranche dessus, vous avez les boutons notamment de contrôle volume et d'allumage de la console. Et elle sortira, pour ceux qui se demandent, à 350 $. C'est... Personnellement, je trouve que c'est cher en réalité. Il y en a qui vont me dire, ah, c'est beaucoup moins cher qu'un Steam Deck, c'est beaucoup moins cher que toutes les consoles que tu as montrées ces derniers temps, enfin les PC mobiles. Oui, mais c'est juste un téléphone Android avec des specs milieu de gamme. Honnêtement, il y a des téléphones qui, en dessous de 200 €, ont des meilleurs specs, honnêtement. Et vous pourriez prendre une manette et juste avoir la même chose, en réalité. Donc pour moi, 350 $, c'est cher. Après, évidemment, c'est un marché niche, mais c'est cher. S'il avait vendu moins cher, en tout cas, qu'une Switch, ça aurait été plus intéressant. Parce que la Switch est un énorme concurrent. Si vous pouvez acheter une Switch pour moins cher, pourquoi prendre ça, en fait? Surtout qu'il vous faut le service de streaming derrière et tout ça. Donc, yep, pas convaincu par le prix, perso. Convaincu par le concept, pas par le prix. Ensuite, une petite news rapide, mais qui selon moi est assez importante. Aux États-Unis, vous avez de plus en plus d'États qui voudraient tout simplement ramener une loi qui avait été proposée en 2020, il me semble, qui allait forcer Meta à tout simplement se séparer ses différents business. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que Meta, donc Facebook, qui aussi contrôle WhatsApp et Instagram, a énormément de pouvoir, surtout aux États-Unis. Et c'est un problème. Ce pouvoir est mal utilisé. On l'a déjà vu par le passé plusieurs fois. Meta et surtout Facebook prennent des très mauvaises décisions, ne combattent pas du tout les mauvaises informations sur leur site et juste, oui, font un très mauvais travail. Évidemment, c'est pas eux forcément d'être les flics de ce qui se passe sur Internet, mais ils pourraient faire un petit peu plus d'efforts. Et du coup, le problème aussi, c'est qu'ils ont ce monopole. Ils contrôlent aussi WhatsApp, qui est une application de messagerie, et ils contrôlent aussi Instagram, qui est un autre réseau social très utilisé, évidemment. Donc là, il voudrait tout simplement que Instagram redevienne indépendant, WhatsApp redevienne indépendant, et Facebook redevienne indépendant. Ce serait certainement Meta, du coup, toujours. Mais voilà, que ce soit séparé. Personnellement, je suis assez d'accord. Et je pense qu'on devrait le faire pour plus que juste Meta. Il y a d'autres entreprises qui deviennent trop puissantes, mais qui ont trop de choses derrière. Je pense notamment à Google, qui ont juste énormément de choses rattachées. Et certains de ces business sont tout à fait logiques en rapport avec Google, mais d'autres moins. Et peut-être qu'il y aurait matière à séparer. Donc, yep. On va même voir une autre news après, il me semble, si je l'ai gardé, parce que des fois j'enlève des news, mais qui concerne aussi, encore une fois, des problèmes de monopole. Et pour moi, ça devient de plus en plus problématique. Parce que vous avez ces énormes entreprises qui ont tellement d'argent qui rachètent leurs concurrents ou leurs nouveaux concurrents qui arrivent, et puis après, ils dominent le marché, en fait. Donc, il faudrait peut-être déjà les empêcher de racheter leurs concurrents, et puis aussi peut-être maintenant séparer les entreprises qui avaient déjà racheté leurs concurrents. Ensuite, nous avons une news rapide au niveau hardware avec le fait que AMD a sorti déjà ses premiers Ryzen 7000 mobiles. Bon, c'est pas ce que vous imaginez. Nous avons le 7520U, le 7320U et le 7220U. Avez-vous gardé votre mémo technique qu'on a vu lors d'un dernier Taxama Show pour comprendre le nom des nouveaux processeurs mobiles AMD? Vous ne l'avez pas gardé. C'est dommage pour vous. Je vous rappelle qu'en réalité, chacun de ces nombres veut dire quelque chose et qu'en réalité aussi, tous ces processeurs sont basés sur une ancienne architecture de chez AMD. Donc non, ce ne sont pas des processeurs avec la dernière architecture Zen 4 ou autre. Donc, yep.
ça porte vraiment à confusion. Honnêtement, je me souviens même plus des mémos techniques sur comment les reconnaître. Voilà, je vais être très honnête, je ne sais même plus forcément ce qu'il y a dedans. Par contre, un truc intéressant, il faut quand même le préciser, c'est qu'ils utilisent tous RDNA 2.0 au niveau du processeur graphique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et même, si vous regardez, il n'y a pas un de ces processeurs qui vous dit quelque chose, quand même. Là, il y en a un avec 4 cœurs 8 threads, enfin, il y en a deux techniquement, avec un chipset graphique RDNA 2.0 et un TDP de 8 à 15 watts. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans le Steam Deck, hein, quand même. Ben, en réalité, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il y a dans le Steam Deck. Donc, ça permettrait à d'autres acteurs du marché de faire l'équivalent du Steam Deck. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou faire des Chromebooks pas chers. Ou alors sortir des ordinateurs portables pas chers. Parce que 4 cœurs 8 threads, largement suffisant. Il ne faut pas déconner. Et en plus, avec une bonne petite carte graphique, et en plus, ça consomme rien du tout. Moi, je dis carrément, vous pourrez avoir des ordinateurs portables qui font aucun bruit, qui sont très fins et tout. C'est une très bonne chose et qui ont toujours beaucoup de puissance. C'est des bons processeurs, même si, selon moi, c'est dommage que ça porte autant à confusion et que ce soit techniquement basé sur des anciennes architectures. Ensuite, passons à par contre une bonne nouvelle. Nous avons un nouvel outil qui va bientôt sortir, ou plutôt c'est des profils qui sont faits par OneUsmus. OneUsmus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce gars continue de faire des choses incroyables. Donc OneUsmus avait sorti auparavant un outil qui permettait d'overclocker les processeurs Ryzen automatiquement et qui marchait franchement très bien. Ça permettait de booster les performances. Il a fait ça pour toutes les autres générations depuis. Donc vous pouvez d'ailleurs, si vous avez un Ryzen 5000 ou un Ryzen même 3000, télécharger un de ces outils pour vous aider à overclocker votre processeur. Et des fois, c'est même du semi-overclocking, donc votre processeur continue de booster, donc c'est vraiment génial. Bref, ici, il a sorti des profils que vous pourrez utiliser sur vos cartes AMD RDNA 2.0 et notamment les grosses cartes graphiques, donc les 6800 XT ici qui l'a montré en particulier, mais ça devrait marcher aussi sur la 6700 XT et la 6900 XT. Et comme vous pouvez voir, cet outil, donc là c'est la carte graphique stock, alors c'est juste le benchmark utilisé n'est pas le meilleur, je vais être très honnête, c'est très synthétique, mais c'est du 3D Mark TimeSpy. Et comme vous pouvez voir, la carte passe à un score de 19 336 à un score de, avec le meilleur profil, 21 930. Et du coup, ça la place au-dessus d'une 3090 Ti. Bon, en réalité, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une énorme différence déjà de base. C'est dû au fait que c'est un benchmark qui n'utilise pas vraiment toute la puissance d'une 3090 Ti. Donc, je tiens quand même à le préciser. Et même chose avec la 6900 XT, elle devrait faire des meilleures performances. Donc, ouais. Mais c'est gratuit. Si vous avez déjà une carte AMD, pourquoi pas l'utiliser? Donc, ouais, c'est vraiment génial. OneUsmus est juste, pour moi, une de ces personnes dans la communauté au niveau hardware qui vraiment apporte quelque chose de vraiment sympathique, en fait. Vous pouvez booster les performances de votre PC et tout cela d'une manière soit automatisée ou soit juste quelques clics. Donc ces profils sortiront bientôt, donc il indique Fall 2022, donc l'automne 2022. Donc voilà, ça arrive bientôt. Techniquement, on est en automne d'ailleurs. Et ouais, ça devrait arriver bientôt. Donc je pense que je testerai ça. J'ai justement la 6950 XT, ça pourrait être intéressant. Voir s'il y a moyen de la booster pour qu'elle repasse devant encore plus les cartes Nvidia. Pour information, alors pour ceux qui se demandent comment il fait d'ailleurs, comment il arrive à faire ça, c'est tout simplement parce que il fait de l'undervolting avec ce profil. Donc le problème que vous avez, c'est que vous avez déjà le GDDR6 aussi qui chauffe, mais aussi les GPU AMD, même s'ils sont efficaces au niveau énergétique, des fois ils ont un peu trop de voltage appliqué par AMD. Et du coup, si vous réduisez ce voltage, la carte va consommer moins, chauffer moins, et du coup, elle va booster plus haut, et vous allez avoir de meilleures performances. Et c'est le cas aussi avec NVIDIA. Vous pouvez la faire la même chose avec NVIDIA. Et d'ailleurs, personnellement, avec mon PC, c'est ce que j'ai fait. J'ai une 3090 ici. Ma 3090 consomme moins qu'une 3080. Pourquoi? Parce que j'ai diminué son voltage. Et en échange, évidemment, j'ai toujours des meilleures performances qu'une 3080. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial à faire. C'est pas si compliqué en réalité. Ça donne plus de durée de vie à votre carte graphique. Donc c'est en réalité une bonne chose à faire. C'est juste que si vous êtes un peu trop agressif, votre carte graphique peut être instable. Mais je ne dis pas instable où elle va avoir des problèmes
genre ça va la dégrader ou autre chose. Je dis plus instable dans le sens que vous allez lancer un jeu, ça va peut-être cracher, il faudra juste remonter un petit peu le voltage. Donc c'est plus comme ça que je le dis. C'est votre PC qui devient instable, mais si vous réglez le problème, c'est bon. Et comme je le dis, meilleure durée de vie pour votre PC. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo dans le futur si vous êtes intéressé. Ensuite, vite fait, une petite news. Le 12 octobre, on aura un nouvel événement de chez Microsoft qui présentera les nouvelles surfaces. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, Microsoft. Il y a un gros problème avec Microsoft, c'est que quand ils ont commencé à sortir les surfaces, donc c'est des tablettes Windows, très intéressant. Chaque surface qui sortait était meilleure. Et vraiment, ils avaient quelque chose dans le marché, selon moi. Depuis, mais le problème, c'est que les surfaces mettent des fois tellement de temps à sortir que ils n'utilisent pas les derniers processeurs. Et du coup, par rapport à la concurrence qui a les derniers processeurs, les dernières cartes graphiques, vous regardez un appareil Surface, vous êtes en mode pourquoi j'achèterais ce truc-là qui a des trucs de l'année dernière qui sont moins performants et puis qui sont toujours très très chers, parce que ça c'est aussi le problème des surfaces. Le prix n'a jamais changé et il est toujours extrêmement cher. Du coup, la plupart des gens sont en mode à quoi bon acheter une surface? Donc là, j'espère que Microsoft va peut-être se bouger un petit peu les fesses. J'ai beaucoup d'espérance aussi pour Microsoft pour la simple et bonne raison que c'est eux qui pourraient arriver à concurrencer les MacBook M1 parce qu'ils ont ce qu'il faut. Ils font du très bon hardware. Genre, les surfaces sont très bien construites. C'est des très bons appareils. C'est juste qu'il y a un problème de prix et puis, encore une fois, un problème de spec qui ne suivent pas forcément ce qu'il y a de disponible. Donc, j'espère qu'on aura, par exemple, une surface tablette avec un processeur Ryzen, ce serait génial. Là, il pourrait avoir un appareil en fait qui consomme moins, donc qui dure plus longtemps niveau batterie, qui arrive à rattraper ce que fait Apple, tout en étant plus intéressant qu'Apple, parce qu'une surface, au moins, c'est un full PC. Vous pouvez mettre toutes vos applications normales. Un iPad Pro, c'est très bien les iPad Pro. J'ai un iPad Pro, je l'adore, mais vous ne pouvez pas forcément travailler dessus, parce que vous avez toujours ces limitations du iOS ou iPadOS. Donc, yep. Pour moi, j'ai beaucoup d'espérance de la part de Microsoft. Ils peuvent, selon moi, pas partout, mais ils peuvent concurrencer certains marchés d'Apple. Mais ils traînent tellement les pieds que c'est dommage à voir. Donc, le 12 octobre, je regarderai avec beaucoup d'espérance en espérant justement une tablette avec un processeur Ryzen, même si j'y crois pas trop. Mais surtout aussi des specs améliorés. Peut-être des prix pas augmentés, ce serait déjà pas mal. Vu qu'Apple augmente ses prix, Microsoft a juste à ne pas augmenter ses prix et apparemment ce sera déjà pas mal. Et du coup, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié ce texte à match aussi. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes qui requièrent des mots, oui, ça existe, des mots, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à checker le document de vente si vous avez quelque chose qui vous intéresse dans la description. Il y a déjà certains articles qui sont partis, donc soyez rapide. Et je tiens à préciser, c'est pas juste pour la Belgique, je livre aussi vers la France, ou même la Suisse, ou même le reste de l'Europe en réalité. Si vous êtes en dehors de l'Union Européenne, compliqué. Mais bon, dans tous les cas, merci à tous, on se revoit pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao ciao.